Bien que la vitesse de développement de ce pays soit parmi les plus rapides au monde, chaque mois, les habitants ne gagnent pas même 100 $ américains. L'huile est mesurée avec de petits bouchons de bouteille. Le sel se vend à la cuillère, le savon est découpé en morceaux de la taille d'un doigt et les allumettes se vendent à l'unité. La pauvreté est telle que les gens doivent parcourir des kilomètres pour chercher de l'eau, et aller à l'hôpital est un événement très rare. Ce qui semble si simple au XXIe siècle est en réalité extrêmement difficile et luxueux au Rwanda. Découvrons pourquoi cet endroit est appelé le pays le plus pauvre de la Terre. Quelle est la nature de cette pauvreté? Que font les femmes pour y remédier? Et comment vivent-elles au quotidien? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires pour obtenir des réponses. Numéro 1. Le Rwanda. Un pays qui change de nom pour changer son destin. Le Rwanda est un petit pays situé en Afrique centrale. Alors que de nombreux autres pays africains sont séparés par de vastes déserts, le Rwanda occupe une position assez particulière, au cœur d'une région riche en minéraux, en Afrique centrale, et à proximité de l'Afrique de l'Est, qui offre des connexions vers de grands ports maritimes comme ceux de la Tanzanie et du Kenya. Après la fin du génocide en 1994, le gouvernement a dû faire face à la nécessité de prendre de nouvelles décisions pour reconstruire tout à partir de zéro, afin que le pays puisse rapidement sortir de la pauvreté et du retard causé par les conséquences de la guerre. Pour exprimer son désir de développement, il a changé l'orthographe du nom du pays de Rwanda à Rwanda, symbolisant ainsi une volonté d'élargir ses relations diplomatiques avec d'autres pays et de se projeter vers un avenir prospère. Ce changement d'une seule lettre semble avoir également transformé le destin de la nation, puisque la Banque mondiale a classé ce pays comme le deuxième endroit le plus favorable aux affaires en Afrique, avec une économie en croissance continue. L'esprit de progrès vers l'avenir se manifeste également dans l'hymne national intitulé Rwanda Nziza. Ce dernier est considéré comme l'un des hymnes nationaux les plus uniques au monde. Sa singularité réside dans le fait que, tandis que de nombreux autres hymnes parlent de guerre, d'armes ou de victoire, l'hymne rwandais se concentre sur la nature, la liberté et la solidarité entre les êtres humains. Fait encore plus remarquable, les paroles de cette chanson ont été écrites par un prisonnier nommé Faustin Murigo lors d'un concours de composition d'hymne national organisé par le Rwanda après la fin du génocide en 1994. Une fois sélectionnée, cette chanson est progressivement devenue un symbole de tolérance et de réconciliation nationale dans ce pays. Ce pays se situe à une altitude moyenne de plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec son point culminant étant la chaîne de montagnes volcaniques des Virunga et le mont Karisimbi qui atteint 4500 mètres. L'ensemble du territoire est fortement découpé par des falaises abruptes, entrecoupées de vallées profondes et de collines qui se succèdent. En raison de son terrain montagneux, la construction d'infrastructures de transport y est très difficile et coûteuse. Au lieu de routes en béton lisse, les chemins reliant les villages de montagne sont principalement de petits sentiers en terre, accrochés à flanc de falaise. Pendant la saison des pluies, les glissements de terrain et la boue transforment ces chemins en bourbiers, rendant impossible la sortie des habitants. Dans les zones rurales du Rwanda, le paysage le plus courant est celui des gens marchant sur des pentes abruptes, portant sur leurs épaules des seaux d'eau potable, car leur région ne dispose pas d'eau propre. Ils doivent se battre pour pousser de vieux vélos rudimentaires chargés de produits agricoles vers le marché local pour échanger quelques pièces de monnaie contre de la nourriture, sans aucune moto ou voiture pour les aider dans leurs déplacements. Numéro 2. L'économie croît, mais reste parmi les pays les plus pauvres de la Terre. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'économie du Rwanda a connu une croissance remarquable. D'un pays ayant enregistré une croissance négative de plus de 50%, le taux de croissance du PIB de cette nation devrait atteindre 9,4% d'ici 2025. Bien que le Rwanda affiche l'un des taux de développement les plus rapides au monde, il reste en réalité parmi les pays les plus pauvres de la planète. Cette croissance s'est traduite par des routes en béton lisse, une couverture internet étendue, des immeubles de grande hauteur, ainsi que des cafés et des restaurants modernes qui poussent comme des champignons dans les zones urbaines, en particulier dans la capitale Kigali. Cependant, plus de 38% de la population rwandaise vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Selon certaines données financières publiées, le revenu moyen par habitant dans ce pays n'atteint qu'environ 1100 $ américains par an, soit moins de 100 $ américains par mois pour chaque individu. La plupart des habitants des zones rurales n'ont pas d'emploi fixe et vivent en autarcie en cultivant des tubercules comme les pommes de terre, le manioc, le maïs, divers types de haricots, des bananes, ainsi qu'en élevant des lapins, des poules et des porcs. Seules quelques familles chanceuses possèdent des vaches, souvent reçues dans le cadre de programmes d'aide gouvernementale.
En raison de leur grande pauvreté, les marchandises ne sont pas vendues au litre ou au kilogramme. Tout est divisé en petites portions pour la vente. L'huile est mesurée avec de petits bouchons de bouteille, le sel est vendu à la cuillère, le savon est découpé en morceaux de la taille d'un doigt et les allumettes sont vendues à l'unité. Ce prix de détail est en réalité plus élevé que celui d'un paquet entier. Mais c'est la seule façon pour les pauvres de pouvoir se les procurer. Dans les régions reculées le long des frontières, ils échangent même les produits qu'ils cultivent sur les marchés contre des biens dont ils manquent. La disparité entre la qualité de vie en milieu urbain et rural est attribuée à la politique d'urbanisme actuelle du gouvernement. La majeure partie du budget est investie pour transformer la capitale en un centre de technologie, de services et de tourisme haut de gamme afin d'attirer des investissements étrangers et de générer des devises pour le Trésor national. Cependant, cet investissement ne crée des opportunités d'emploi que pour les personnes éduquées vivant en ville, sans soutenir les 80% de la population qui réside dans des zones rurales isolées. Cela aggrave encore la situation des pauvres, qui n'ont pas d'économie. Numéro 3. Les destins opposés des femmes rwandaises en milieu urbain et rural. Il est un fait que les femmes rwandaises vivant en milieu urbain sont souvent des leaders ayant une voix puissante au sein du monde. Selon des statistiques internationales, elles occupent plus de 63% des sièges à la Chambre des députés, faisant du Rwanda le pays avec le plus haut taux de représentation féminine au monde, surpassant même des pays développés comme les États-Unis ou ceux d'Europe. Non seulement au Parlement, mais les femmes rwandaises détiennent également environ 50% des postes ministériels au sein du gouvernement, représentent 43% du système judiciaire, et occupent même le poste de présidente de la Cour suprême. Elles portent des costumes bien taillés, des jupes midi élégantes ou des blazers aux couleurs neutres, associés à des talons hauts. Elles se maquillent soigneusement chaque fois qu'elles sortent, et ont souvent tendance à porter des bijoux de luxe pour affirmer leur statut. Cette réalité découle de la tragédie du génocide de 1994 qui a coûté la vie à la majorité des hommes ou les a emprisonnés, laissant la société presque entièrement composée de femmes. Pour reconstruire le pays à partir de zéro, les femmes ont dû se lever et assumer des responsabilités sociales. Cette situation a conduit le gouvernement à modifier la législation pour exiger qu'au moins 30% des postes de direction soient occupés par des femmes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce génocide tragique, n'hésitez pas à suivre les prochaines parties de la vidéo. À l'opposé de l'image des femmes dans la capitale, la vie de la majorité des femmes dans les zones rurales pauvres est liée à des travaux manuels pénibles. Elles labourent la terre pour cultiver du manioc et du maïs sur des pentes escarpées, tout en s'occupant de l'élevage pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles effectuent ces tâches jour après jour sans aucune rémunération. Cela les prive complètement de la possibilité d'étudier ou de chercher un emploi pour devenir financièrement indépendantes. En raison de leur dépendance totale aux finances de leur mari, de nombreuses femmes, même si elles subissent des abus, ne peuvent pas divorcer par crainte de ne pas avoir d'argent pour élever leurs enfants. D'autre part, en raison du manque d'éducation sexuelle et de méthodes de contraception sûres dans les villages, le taux de maternité chez les adolescentes reste un lourd fardeau, piégeant les jeunes filles dans un cycle de pauvreté. Pour se libérer du cercle vicieux de la pauvreté et de l'isolement, les femmes rurales rwandaises ne se contentent pas d'attendre de l'aide, mais se regroupent pour créer des coopératives artisanales. Elles se consacrent à la réhabilitation de l'art traditionnel du tissage de paniers en bambou et de la fabrication de plats en herbe appelés agaseke. Ces produits artisanaux raffinés ne sont pas seulement vendus aux touristes dans la capitale, mais sont désormais exportés vers les marchés américains et européens, leur apportant un revenu stable qui leur permet d'acheter des produits de première nécessité pour leur famille. Numéro 4. La cuisine au caractère manger pour survivre. Il est un fait que les ingrédients utilisés pour préparer les plats au Rwanda proviennent principalement des aliments disponibles à la maison. La méthode de cuisson est également assez simple, utilisant rarement des épices sophistiquées, mais se concentrant plutôt sur la fourniture d'énergie pour le travail. Étant donné que la viande et le poisson sont des denrées très coûteuses, le repas quotidien de la majorité des habitants des zones rurales tourne principalement autour de tubercules et de légumes riches en amidon, faciles à cultiver. Le plat national le plus populaire ici est l'ubugali, une pâte épaisse et collante faite de farine de manioc ou de maïs mélangée à de l'eau bouillante. Lorsqu'ils mangent, les gens prennent des morceaux d'ubugali avec leurs mains, les roulent en boules, puis les trempent dans des sauces à base de légumes ou des soupes de haricots. Si l'on mange l'ubugali sans sauce, ce plat n'a absolument aucun goût, mais il est le choix privilégié des personnes pauvres car il rassasie rapidement et longtemps, garantissant qu'elles ne s'épuisent pas en travaillant dans les champs. En plus de l'ubugali, les bananes vertes et les légumineuses constituent également les principales sources de nourriture pour les habitants.
Les Rwandais ne mangent pas seulement des bananes mûres comme un fruit, mais considèrent les bananes vertes comme un plat principal, épluchées, cuites à la vapeur, bouillies ou mijotées pour en faire du matouk. Pour compléter le rapport en protéines en remplacement de la viande et du poisson, les gens cuisent des haricots rouges jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres, puis les mélangent avec des patates douces, du manioc ou des bananes vertes pour créer une sorte de soupe épaisse à consommer jour après jour. À propos des patates douces, il est intéressant de noter qu'elles, ainsi que le manioc, sont les deux aliments qui apparaissent toujours au petit déjeuner des habitants locaux, et non des sandwichs avec des œufs au plat ou des céréales avec du yaourt, du bacon ou des saucisses, comme on le voit dans les pays occidentaux. La question qui se pose alors est: pourquoi ne mangent-ils pas de viande ou de poisson et se contentent-ils de légumes? Ne s'en lassent-ils pas? La réponse est qu'ils n'ont tout simplement pas d'autre choix. La viande et le poisson sont extrêmement chers. Si leur famille ne peut pas élever d'animaux pour se nourrir, il est probable qu'ils ne mangeront jamais de viande. En général, les gens ne cuisinent de la viande que lorsqu'ils ont des invités de marque ou lors de jours de fête importants. Pendant ces occasions, ils préparent un pot-au-feu varié, appelé Ijisa Fulia dans la langue locale. Comme son nom l'indique, c'est un ragoût où tous les ingrédients les plus précieux d'une famille sont cuits ensemble dans une seule et même casserole. On place des morceaux de poulet au fond de la casserole, puis on les recouvre de couches de bananes vertes, de patates douces, de légumineuses, d'oignons et de légumes verts. Ce ragoût ne nécessite pas beaucoup d'huile, mais mijoté doucement jusqu'à ce que tous les ingrédients se mélangent, créant une sauce savoureuse et naturellement sucrée. Contrairement à la simplicité de la cuisine rurale, dans les grandes villes et la capitale Kigali, la gastronomie est un peu plus riche avec des brochettes, c'est dire de la viande de chèvre ou de bœuf coupée en morceaux, embrochée avec des oignons et grillée sur des braises. De plus, grâce au grand lac Kivu à la frontière, les habitants des rives du lac préparent également du tilapia grillé ou du poisson sambasa frit à vendre aux classes plus aisées. En ce qui concerne les boissons, les Rwandais apprécient beaucoup un yaourt fermenté naturel appelé ikivuguto. Ils ont l'habitude de boire de l'ikivuguto le matin pour faire le plein d'énergie avant de se rendre au champ ou de l'accompagner au déjeuner avec l'ubugali pour faciliter la déglutition et la digestion. En particulier, les habitants des régions montagneuses considèrent cela comme un cadeau précieux pour accueillir les invités, en signe d'hospitalité. De plus, ils boivent de l'urwagwa, une bière traditionnelle faite de jus de banane mûre mélangé à de la farine d'orge puis fermentée. Les gens boivent souvent de l'urwagwa pendant les week-ends après avoir terminé leur travail agricole, lorsque tout le village se réunit pour discuter. Cette boisson est indispensable lors des occasions importantes telles que les mariages, les cérémonies de nomination des nouveau-nés ou les fêtes de récolte. Traditionnellement, la bière de banane est servie dans de grands récipients, et les gens s'assoient ensemble, utilisant de longues pailles en bambou pour boire, symbolisant l'esprit de solidarité et de communauté. Numéro 5. Les choses que la plupart du monde a, mais que le Rwanda n'a pas. Dans de nombreuses régions du monde, l'eau potable est devenue si courante que les gens l'utilisent pour laver leur voiture ou arroser leurs plantes. Cependant, dans certaines zones du Rwanda, avoir de l'eau potable à disposition est un luxe inaccessible. Les habitants n'ont pas de système d'eau courante qui arrive directement chez eux. Ils doivent parcourir plusieurs kilomètres pour puiser de l'eau à des robinets publics ou la recueillir dans des ruisseaux au fond des vallées. L'eau ainsi obtenue est utilisée à la fois pour les humains et pour les animaux, ce qui expose les enfants à des maladies parasitaires ou au choléra en raison de leur faible immunité. De plus, même lorsqu'ils tombent malades, il n'est pas facile d'accéder aux soins d'urgence. Comme mentionné précédemment, il n'y a pas de route en béton permettant aux voitures d'accéder au village. Les habitants doivent donc utiliser des brancards faits maison en bambou et en toile, se relayant pour porter les malades à pied pendant des heures à travers des chemins escarpés pour atteindre le centre de santé le plus proche. De plus, les centres de santé locaux manquent souvent de médecins. Ils ne comptent que sur des aides-soignants ou des bénévoles en santé communautaire qui se contentent de distribuer quelques médicaments de base pour soulager la douleur ou faire baisser la fièvre, ainsi que de traiter de petites blessures. La situation est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas d'électricité. De nombreuses familles ne disposent que d'un petit panneau solaire, suffisant pour éclairer une ampoule à faible puissance la nuit. Une fois le soleil couché, tout le village plonge dans l'obscurité. En entrant dans ces maisons, vous ne trouverez ni réfrigérateur, ni machine à laver, ni cuisinière à gaz. La cuisine dépend entièrement de feux de bois rudimentaires, ce qui oblige les femmes à ramasser du bois sec sur les pentes chaque jour. Et si, en visitant une maison, vous ressentez le besoin d'aller aux toilettes, vous aurez l'occasion de découvrir des latrines à ciel ouvert, au lieu d'une toilette moderne et fermée,
Cette précarité se reflète également dans le monde du divertissement des enfants. Ils n'ont pas de véritable ballon de football et doivent rassembler des sacs en plastique usagés, des vêtements déchirés et des feuilles de bananier pour enrouler un ballon à jouer sur un terrain en terre battue. La télévision, couleurs ou Internet sont totalement étrangers à ces populations. Leur seul lien avec le monde extérieur est constitué de vieilles radios à piles pour écouter les nouvelles. Enfin, un fait surprenant est que les serviettes hygiéniques utilisées par les femmes pendant leur menstruation au Rwanda sont considérées comme un article de luxe. Faute de moyens pour les acheter, les femmes utilisent de la cendre de bois enveloppée dans des morceaux de tissu usés ou des fibres de bananier, des feuilles pour se protéger des fuites menstruelles. Certaines élèves, arrivées à leurs règles, préfèrent rester chez elles plutôt que d'aller à l'école. Numéro 6. Les choses qui laissent le monde sans voix. En regardant la réalité de la vie dans un pays encore marqué par la pauvreté comme le Rwanda, on pourrait penser que cet endroit est extrêmement sale et instable. Pourtant, c'est tout le contraire. De nombreux visiteurs sont surpris par la propreté incroyable de cette région isolée. Cette propreté n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une journée de nettoyage obligatoire appelée Umuganda, qui se déroule le dernier samedi de chaque mois. Ce matin-là, si vous envisagez de paresser chez vous, oubliez cela, car toutes les rues seront désertes de véhicules, et toutes les activités commerciales doivent être gelées. Des riches aux travailleurs ordinaires, tous les citoyens âgés de 18 à 65 ans doivent se rassembler pour balayer les rues, déboucher les caniveaux ou planter des arbres. De plus, en 2008, le gouvernement a mis en place une interdiction stricte des sacs en plastique, accompagnée d'un système de poubelles publiques bien conçu et réparti dans les villes, notamment dans la capitale Kigali, où ceux qui jettent des déchets de manière irresponsable peuvent être condamnés à une amende allant jusqu'à 50 $ américains. Grâce à ces actions, le Rwanda figure parmi les pays les plus propres du monde, à égalité avec Singapour. En plus d'un environnement si propre que l'on peut marcher avec des chaussettes blanches sans les salir, le Rwanda impressionne également le monde par sa sécurité presque incroyable. Oubliez les avertissements habituels concernant l'instabilité, car ce pays a brillamment été classé comme le 6e endroit le plus sûr au monde et le premier en Afrique pour ceux qui aiment voyager seuls. En effet, selon une enquête de l'organisation Gallup, 88% des habitants affirment avoir confiance en leur capacité à se promener seuls la nuit sans craindre d'être suivis. Lorsque vous mettez les pieds ici, vous aurez l'occasion de vivre une expérience incroyablement luxueuse, que l'on ne trouve jamais dans les pays dits civilisés de l'Occident. La liberté de naviguer sur votre téléphone ou de filmer et prendre des photos sans craindre qu'on vous vole. Le vol et le cambriolage sont presque inexistants ici. Numéro 7. La culture autour de la vache. Le Rwanda est l'un des pays où la culture tourne autour des vaches à tel point qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas seulement des animaux de compagnie, mais presque des rois. Depuis des temps immémoriaux, les vaches ont été considérées comme un symbole de richesse, de pouvoir et d'honneur. Les Rwandais utilisent des vaches comme dot lors des mariages ou comme cadeau lors d'occasions importantes. Les familles possédant un grand troupeau de vaches sont perçues comme appartenant à une classe sociale élevée. L'amour et le respect pour cet animal se manifestent également dans l'art traditionnel. La célèbre danse Umushayayo des femmes rwandaises comporte des mouvements de bras gracieux levés au-dessus de la tête pour imiter les longues cornes de la vache royale Inyambo. Les danseurs se déplacent lentement, créant l'illusion de se transformer en un troupeau de vaches nobles dansant. De plus, la langue rwandaise possède des dizaines de mots différents pour décrire la couleur du pelage, la forme des cornes ou le caractère des vaches. On utilise même l'image des yeux de vache pour complimenter la beauté des femmes. Dans de nombreux autres endroits, être complimenté pour avoir des yeux de cerf est déjà poétique, mais au Rwanda, avoir de beaux yeux de vache est le summum de la beauté. Et si vous pensez que tout ce qui concerne les vaches s'arrête là, détrompez-vous. Le Rwanda a également une forme d'art décoratif utilisant du fumier de vache. Depuis le 19e siècle, les habitants mélangent du fumier frais avec de la cendre volcanique, puis utilisent leurs mains pour créer des motifs géométriques en relief sur des murs en bois, tels que des triangles ou des zigzags. Une fois que le matériau a séché et que l'odeur a disparu, ils continuent à peindre avec des couleurs naturelles provenant de charbon, d'argile blanche ou de résine. Le résultat final ressemble davantage à des œuvres d'art modernes qu'à quelque chose fait à partir d'un matériau qui pourrait faire fuir plus d'un. Si vous avez l'occasion de visiter des hôtels de luxe dans la capitale Kigali, vous verrez de grandes peintures Imigongo accrochées dans le hall principal ou dans les salles VIP des chefs d'État. La vache est vénérée de cette manière parce que, tout au long de l'histoire d'un pays agricole pauvre et isolé comme le Rwanda, elle a été la bouée de sauvetage de toute la famille.
Pour les habitants des régions montagneuses du Rwanda, une vache ne fournit pas seulement un lait précieux pour lutter contre la malnutrition des jeunes enfants, mais son fumier est également une source d'engrais vital pour améliorer les terres arides. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, les familles les plus chanceuses, qui réussissent à passer les rigoureux critères de sélection concernant les conditions difficiles, reçoivent une vache de reproduction dans le cadre d'un programme d'aide gouvernementale. C'est à la fois un cadeau et un ticket pour changer leur vie. Numéro 8. D'autres aspects culturels uniques. En parlant des aspects culturels uniques de ce pays d'Afrique de l'Est, la première chose qui surprend de nombreux visiteurs est la réglementation stricte concernant le port de tongs dans les lieux publics. Dans de nombreuses parties du monde, porter une paire de tongs pour se promener dans la rue ou faire des courses est tout à fait normal, mais au Rwanda, cet acte est considéré comme insalubre et peu civilisé. Le gouvernement impose aux citoyens et aux visiteurs de porter des chaussures ou des sandales à l'arrière-bande, couvrant le pied lorsqu'ils se rendent dans des administrations, des écoles ou se promènent dans les rues principales. Cette réglementation, jugée extrême, a été instaurée dans le but de préserver une image de propreté et de courtoisie pour le pays, transformant le fait de porter des tongs dans la rue en un comportement non souhaité. En plus de ces règles strictes dans la vie quotidienne, les Rwandais possèdent un rituel d'anniversaire très unique qui consiste à se faire arroser d'eau de la tête aux pieds. Au lieu de souffler des bougies ou de couper un gâteau à la manière occidentale, la personne célébrant son anniversaire doit se préparer à recevoir des seaux d'eau froide, au sens propre. Dès que la chanson d'anniversaire commence à jouer, amis et proches surprennent la personne en lui versant directement de grands seaux d'eau préparés à l'avance. Les habitants ne considèrent pas cela comme une blague malveillante, mais comme une coutume hautement bénigne, symbolisant le nettoyage de toutes les malchances de l'année écoulée pour accueillir un nouveau départ totalement frais. Enfin, la marque culturelle qui est considérée comme le symbole de fierté et d'unicité des Rwandais est la coiffure traditionnelle Amasunzu, qui ressemble à des croissants de lune. Au lieu de raser complètement ou de coiffer de manière ordinaire, le coiffeur taille les cheveux en sections décalées, puis laisse pousser le reste des cheveux pour les façonner habilement en courbes élégantes autour de la tête. Dans la société ancienne, la coiffure Amasunzu était un indicateur du statut et du courage des hommes, tout en étant un signe de chasteté pour les femmes non mariées. Aujourd'hui, bien que la vie ait beaucoup changé, la jeunesse rwandaise continue de porter cette coiffure comme un moyen d'honorer ses racines et de créer une identité culturelle unique au monde. Numéro 9. Les règles non écrites au Rwanda. En plus des réglementations strictes écrites par le gouvernement, la vie des Rwandais est également régie par des règles non écrites très particulières, dont la première est la loi du silence dans les lieux publics. Les habitants de ce pays possèdent un caractère extrêmement calme, humble et parlent d'une voix très douce. Ainsi, lorsque vous entrez dans des restaurants, des cafés ou des transports en commun ici, vous ressentirez une atmosphère de tranquillité étonnante, où il est rare d'entendre des rires bruyants ou des disputes animées. Il existe une règle tacite qui circule. Si vous entrez dans un restaurant et entendez des rires et des conversations bruyantes perturbant l'espace, il y a 99% de chances que ce soient des touristes étrangers et non des locaux. Les visiteurs sont toujours conseillés discrètement de baisser leur volume et de laisser le bruit à l'endroit d'où ils viennent, par respect pour les habitants. La deuxième règle tacite, qui fait pleurer de désespoir de nombreux amateurs de culture fast-food, est l'interdiction absolue de manger en marchant dans les rues. Dans les pays occidentaux ou asiatiques, il est tout à fait normal de se promener en grignotant un morceau de pain ou en buvant un café, mais au Rwanda, cela est considéré comme extrêmement impoli. Les Rwandais n'ont absolument pas le concept de manger en marchant. Ils ne mangent que chez eux ou doivent entrer dans un restaurant pour s'asseoir et manger sérieusement. Cette règle stricte découle d'une empathie face à la réalité de la pauvreté du pays. Dans une nation où de nombreuses personnes luttent encore pour se procurer un repas, le fait de manger en marchant est perçu comme un acte de vantardise, de manque de respect, et cause une profonde douleur aux personnes pauvres qui souffrent de la faim autour. Cette habitude, bien que stricte, est devenue involontairement un bouclier pour l'environnement, aidant leurs rues à rester propres et jamais envahies par des déchets ou des emballages jetés n'importe où. Enfin, il existe une zone de tabou absolue dans la communication que quiconque doit garder à l'esprit. Il ne faut jamais poser de questions sur l'ethnie des habitants. Ce pays a dû passer des décennies à surmonter la douleur de la tragédie de 1994 pour se reconstruire. C'est pourquoi le gouvernement a légalisé l'interdiction de toute forme d'étiquetage ethnique. Peu importe votre curiosité, demander à un Rwandais s'il est Hutu, Tutsi ou Twa est un acte extrêmement impoli et grossier qui met immédiatement l'interlocuteur dans une situation gênante et douloureuse.
Pour eux, à l'heure actuelle, ces anciens noms ont été enterrés dans le passé, et ils ne conservent qu'une seule désignation fière, celle d'être rwandais. Numéro 10. Une empreinte historique. Le génocide de 1994. Pour obtenir le Rwanda discipliné et ordonné d'aujourd'hui, ce pays a dû se relever des décombres de l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Tout a commencé un jour d'avril 1994, lorsque l'avion transportant le président rwandais, un Hutu, a été abattu au-dessus de la capitale Kigali. Peu après, les forces Hutus au pouvoir à Kigali ont immédiatement accusé le Front patriotique rwandais, un groupe minoritaire qui était alors au pouvoir, d'être derrière cet incident. Au cours des 100 jours qui ont suivi, près d'1 million de citoyens innocents ont disparu à jamais. Ce qui est le plus tragique dans cette catastrophe, c'est la participation directe de citoyens ordinaires contre leurs propres voisins et amis. Une vague de violence s'est répandue dans tous les recoins, des axes routiers aux écoles jusqu'aux lieux les plus sacrés comme les églises. Cette émeute n'est pas née de nulle part, mais trouve ses racines dans la période coloniale belge. Pour mieux régner, les autorités coloniales ont délibérément divisé la population locale, qui vivait en harmonie, en deux groupes opposés, basés sur la taille et la forme du nez. Le groupe minoritaire a reçu tous les privilèges en matière d'éducation et de pouvoir, tandis que le groupe majoritaire a été relégué à la classe ouvrière pauvre. À ce moment-là, le ressentiment a commencé à germer au sein des couches populaires. Dès que l'avion du président a été abattu, les stations de radio locales ont immédiatement diffusé des appels à la haine, incitant à l'extermination du groupe minoritaire. C'est ce qui a conduit à la disparition d'1 million de citoyens innocents, comme je l'ai mentionné précédemment. Cette tragédie est considérée comme la plus grande catastrophe du XXe siècle, car elle a causé la mort de nombreux hommes, qui constituaient la principale force combattante. Cela a laissé des millions de femmes veuves et des centaines de milliers d'enfants orphelins sans abri. C'est également la principale raison qui a plongé ce pays dans la pauvreté actuelle. À ce jour, bien que l'économie urbaine soit en forte croissance, le spectre de la tragédie d'antan demeure présent, avec plus de 38% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte de désolation, Paul Kagame, qui est président du Rwanda jusqu'à aujourd'hui, a été celui qui a aidé le pays à renaître de ses cendres. En tant que chef des forces armées à l'époque, il a directement commandé l'opération d'avancée vers la capitale pour mettre fin à la vague de violence, reprendre le contrôle et rétablir l'ordre dans le pays. Au lieu de tolérer des actes de vengeance, il a commencé à reconstruire les infrastructures, à mettre en œuvre des politiques économiques extrêmement disciplinées et à lutter résolument contre la corruption pour limiter les pertes de tous les investissements. Pour prévenir le risque de répétition, le gouvernement moderne a décrété une interdiction absolue de mentionner les deux anciennes ethnies, Hutu et Tutsi, dans la vie publique. Les citoyens ne portent désormais qu'une seule désignation, citoyens rwandais, afin d'effacer l'obsession du passé dans l'esprit des gens. Les décombres de la catastrophe d'autrefois sont désormais conservés comme des mémoriaux s'étendant à travers le pays. Le plus emblématique est le mémorial du génocide de Kigali, situé sur la colline de Gizozi, où reposent plus de 250 000 victimes. Cette action est considérée comme un moyen d'éduquer les générations sur le prix à payer pour la division ethnique. La vision et la détermination de ce leader ont posé les premières pierres pour relever une économie qui avait touché le fond, transformant un champ de bataille inondé de sang et de larmes en un pays à la croissance miraculeuse, le plus rapide d'Afrique aujourd'hui. Si vous trouvez ces vérités sur le Rwanda plus intéressantes que vous ne le pensiez, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des amis qui adorent explorer et s'intéressent à des pays peu mentionnés mais pleins d'histoires incroyables, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car il y a encore beaucoup d'endroits étranges dans le monde dont Internet n'a pas encore parlé.